Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Il faut complètement changer les modèles et régénérer, ça veut dire réparer. Et effectivement, on est dans l'ère du on est dans l'ère du recyclage, on est dans l'ère de réfléchir à remettre droit ce qu'on a cassé. Et donc un des slogans de la Fondation, c'est de dire il est grand temps d'être heureux. Et c'est ce de la régénérescence, de la renaissance, de la régénération qui sera très certainement l'étape après. Si on arrive à changer ce logiciel, à changer notre culture, notre approche de cet avenir, on va essayer et tâcher de faire que ce futur soit le plus souhaitable possible. Mon invité pour ce nouvel épisode, c'est Yassine Aïd Kassi. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sans doute Elix. C'est lui qui l'a créé. Un petit bonhomme qui se balade sur les réseaux sociaux, souriant et bienveillant, et qui est devenu le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies. Avec Elix, qui nous ressemble un peu tous, Yassine veut décomplexifier les enjeux de notre époque et surtout décomplexer les citoyens. Avec lui, nous parlerons de mobilisation citoyenne face à l'urgence climatique, de cette ère de régénération dans laquelle nous entrons et dont Yassine faisait allusion il y a quelques instants, mais aussi de la nécessité de reprendre en main notre démocratie digitale. Merci infiniment de nous suivre pour cette 2e saison et pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée, commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu, cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 2, Andiamo. Yassine Aïd Kassi, bonjour. Bonjour Sylvia. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Ravi de t'accueillir. Tu es un citoyen engagé, créateur d'Elix, un petit bonhomme qui se balade sur les réseaux sociaux et qui est devenu l'ambassadeur virtuel des Nations Unies. C'est une première. Un bonhomme qui a toujours le sourire, que tu plantes dans de nombreux décors, que ce soit à Paris ou ailleurs, sur de splendides photos que tu fais. Tu es partout, tu fais un tas de choses, tu viens de la vidéo, tu es auteur. Et l'an dernier, tu as lancé ta fondation, la fondation Elix, où tu as regroupé toutes tes activités, toutes tes actions de sensibilisation aussi, face aux objectifs de développement durable de l'ONU, face à l'urgence climatique. On va longuement en parler parce que tu as une belle actualité autour du sommet sur le climat qui s'est tenu à New York le 23 septembre. Tu as aussi été impliqué dans les marches pour le climat. Bref, ça nous fait beaucoup de choses à aborder. Mais on va commencer par le début, par toi. Comment te décris-tu ? Est-ce qu'on peut t'appeler un slasher, mais un slasher citoyen ? J'ai jamais réfléchi en ces termes-là, mais effectivement, je suis quelqu'un qui aime pas trop qu'on le mette dans des cases. Hein. Je pense que c'est le cas de pas mal d'artistes. Hein. C'est de l'univers dont je viens au départ. Et en même temps, c'est effectivement, même cette case-là me convient pas tout à fait parce que je suis pas dans ce qu'on peut appeler le marché de l'art. Hein. Je suis assez actif et, comme tu l'as dit, un citoyen plutôt engagé, mais aussi un entrepreneur parce que je vis dans la cité, pas mal d'activités. Donc c'est vrai que ce terme slasher, il vient plutôt parler des gens qui ont différentes activités avec des slashs entre ces activités. Et moi, j'essaye de les mélanger dans une seule et même activité. Donc, et de les relier surtout. De les relier de manière un petit peu holistique. Donc c'est toujours un souci. Elix me permet de résoudre un peu ce problème parce que pour aller vite, je dis je suis le papa d'Elix et lui il est beaucoup plus connu que moi. Donc ça me facilite la vie. Mais derrière ça, c'est vrai qu'il y a de nombreuses activités très complémentaires et qui me passionnent. Alors justement, comment Elix a-t-il surgi dans ta vie ? C'est quoi l'histoire d'Elix ?
L'histoire d'Elix, c'est l'histoire du rapport entre la réalité et la fiction, qui était le thème qui m'obsédait dans ma carrière d'art digital. En 2000, j'ai créé un groupe qui s'appelait Electronic Shadow, avec cette intuition que chacun d'entre nous allait développer dans sa vie digitale à venir. C'était vraiment le début de cette ère. Un double, une ombre de lui-même dans ce grand immatériel numérique qui est fait de données, qui est fait d'informations que l'on maîtrise ou non. Puis sont arrivés les réseaux sociaux et chacun a pu développer véritablement son ombre électronique. Donc moi je faisais des spectacles, des installations, des projets innovants. On a inventé ce qui est le mapping vidéo dans les années en 2003, ce genre de choses. Et puis c'est arrivé. Chacun a eu vraiment une ombre électronique. Les réseaux sociaux se sont développés. Les gens ont commencé à avoir, je crois qu'on a chacun une moyenne de 60 comptes dans sa vie digitale, un compte Instagram, un compte Facebook, un Gmail, etc., etc. Et finalement, on tourne autour de cette fiction, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une vie bien réelle, un corps, on a des besoins, on doit manger, on a des amis, et à côté de ça, une vie quasiment qui peut s'apparenter à de la fiction. On raconte l'histoire d'un personnage qui n'est pas forcément soi, et c'est ce qui a créé les conditions de création, de naissance d'Elix. D'abord parce que j'en avais un peu marre de cette émergence digitale. J'ai eu besoin de faire une pause et peut-être de revenir à quelque chose d'essentiel. Et en même temps, le digital a créé les conditions de faire naître cet être qui est mi-réel, mi-virtuel, qui s'appelle Elix, qui était basé justement sur l'idée d'un personnage que chacun puisse s'approprier, qui ait les points communs, qui partage des points communs avec toutes les personnes de la planète. Finalement, on a quelques traits communs, on est tous très différents les uns des autres, mais il y a 2-3 choses qui font que on arrive à se reconnaître dans Elix. D'abord, le fait qu'on ait tous été des enfants, ça c'est immuable. Les enfants les premiers, mais tous les adultes ont une part d'enfant en eux. Le fait qu'on ait tous dessiné, puisque c'est la première forme d'expression quasiment. On apprend à dessiner avant de savoir parler. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ne dessinent plus, parce que tout le monde a dessiné ou dessine, sont des gens qui ont arrêté au profit d'autres formes de langage. Et puis le dernier point commun, c'est ce qui fait la caractéristique d'Elix, c'est les 17 muscles qu'on a sur le visage et qui nous permettent de sourire. Et qui est déjà aussi une forme de communication. Donc avec ça, j'ai créé Elix et les réseaux sociaux ont fait le reste. C'est-à-dire que je ne suis responsable que de ma partie. Effectivement, comme tu l'as dit, je l'ai fait vivre un petit peu partout, se promener dans la ville, aller au hasard comme ça, des rencontres. La particularité, c'est que tu le plantes dans des décors aussi, ce petit Elix. C'est ça, c'est qu'il est vraiment, il partage notre monde réel. Donc c'est une sorte de réalité augmentée low-tech avec du dessin, mais dans une mise en situation. Et en fait, la réponse du public a fait qu'il est devenu vivant malgré moi, que les gens ont commencé à me demander où va Elix, comment il va, j'ai commencé à recevoir des lettres à son nom, etc. Et donc ce petit jeu de mélange entre le réel et la fiction a abouti effectivement à cette nomination, enfin, on peut en parler plus longuement, mais à cette rencontre avec les Nations Unies et ce titre d'ambassadeur digital qu'il a reçu en 2015. Oui, parce qu'il a un super slogan, ce petit Elix, quand on va sur ton site, du petit dessin au grand dessin. Alors justement, on va en parler de ces grands dessins. Elix, il est ambassadeur virtuel des Nations Unies. Alors comment est-il arrivé jusque-là ? On peut dire que c'est vraiment un super rôle. Et surtout, c'est unique, ça n'existait pas avant. Je crois qu'une fois, il y a eu une expérience, mais qui n'était pas au titre d'ambassadeur, mais c'est avec Le Petit Prince. Donc, je suis effectivement extrêmement flatté de reprendre ce flambeau. Puis, d'ailleurs, c'était un autre personnage français, Cocorico. Mais en fait, comment ça s'est passé ? Effectivement, c'est les réseaux sociaux et l'existence, l'ombre électronique d'Elix, qui m'échappe complètement, sa réputation qui est arrivée jusqu'aux oreilles du Bureau d'information des Nations Unies à Bruxelles, qui est devenu vraiment un partenaire incontournable et qui m'a contacté pour voir si on pouvait faire des choses ensemble à l'approche du sommet climat de New York de 2014, qui était en fait la préparation de la COP21 et le sujet commençait à être de plus en plus brûlant, semble
mauvais jeu de mots. Donc on s'est rencontrés. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir aborder des questions complexes, mais également de manière très inclusive. Et Elix, c'est vraiment ça, c'est une dimension universelle. Tout le monde peut le comprendre. Il ne parle pas. Il n'a pas de genre, il n'a pas de culture. Et je parlais de français, mais en fait, c'est pas un personnage français en particulier. Il peut vraiment être compris par tout le monde. Et là, cette double aspect, cette double fonction qui est au cœur de la Fondation, décomplexifier et décomplexer. Décomplexifier, à la fois dans la forme et dans ce qu'il va transmettre, de rendre plus abordables des sujets qui peuvent apparaître complexes, et décomplexer parce que tout le monde, a priori, se sent concerné. Et donc, de cette façon-là, on a commencé la collaboration, d'abord autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du sommet climat, et puis ça s'est poursuivi les journées internationales. Et en 2015, pour les 70 ans de l'organisation, on a fait un tour du monde en 70 jours. Donc, on a envoyé Elix un petit peu partout dans le monde, sans prendre l'avion, on n'envoyait que les dessins. Évidemment. Et à son retour, il est devenu ambassadeur digital, ambassadeur virtuel des Nations Unies. Ouais, et puis en plus, il cumule les titres, parce qu'il est aussi ambassadeur en France, de l'agenda 2030 en France, donc ambassadeur des ODD en France, ce petit Elix. Alors avec la fondation que tu as créée, tu es fortement impliqué sur la question de l'urgence climatique. Un sommet sur le climat s'est tenu à New York. On va en parler. Tu as, avec tes partenaires, créé toute une documentation en open source avec Elix qui permet d'accéder aux enjeux du sommet. Explique-nous comment ça fonctionne. En fait, Elix est impliqué sur les objectifs de développement durable depuis 2015, parce que les Nations Unies m'avaient demandé de créer une version des ODD. Et tu les as tous illustrés, évidemment, avec Elix. Que j'ai illustrés et qui ont été largement utilisés et vus un petit peu partout par différents organismes, institutions, citoyens, etc. Et c'est vrai que quand on parle des ODD, on s'arrête assez vite aux 17 objectifs. Encore faut-il les connaître. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 9% des Français qui ont entendu parler des ODD. Donc, il y a encore du boulot. Mais il y a une approche qui est vraiment très sectorielle. C'est-à-dire, il y a un objectif sur l'éducation, un objectif sur l'action climatique, un objectif sur la réduction des inégalités. Et ce qui est important et ce qui est fondateur, en fait, dans les objectifs de développement durable, c'est leur approche, leur dimension holistique. C'est le fait d'aborder l'ensemble des problématiques pour faire face, in fine, aux sujets les uns après les autres. Et au premier rang desquels est évidemment l'urgence climatique, qui est en numéro 13. On ne sait pas trop comment ils ont été numérotés, peut-être par hasard. Mais en fait, on a bien vu en Amazonie cet été, avant d'être un incendie, la crise les incendies en Amazonie sont d'abord un problème économique et social. Donc il y a cette interconnexion qui est présente dans la notion même de développement durable, mais les ODD vont encore plus loin. Et puis ils ont été signés effectivement par les 193 États membres des Nations Unies, et c'est un axe de travail pour toutes les parties prenantes. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette documentation? Si on veut en savoir plus sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé lors de ce sommet, mais continuer effectivement à essayer d'en savoir un petit peu plus, on va sur elix.net et on regarde un peu toutes les fiches que tu as préparées? Voilà, en fait, pour le sommet climat, donc, qui s'est tenu le 23 et après, en fait, le sommet a été structuré sur 9 grandes thématiques. Je ne sais pas si tout le monde les connaît. Ça va de... on va les dire, transition énergétique, finance verte, transition industrielle, solutions puisées dans la nature, villes et actions locales, résilience, adaptation, prévention et atténuation, mobilisation citoyenne, leviers politiques et sociaux. Voilà, auquel on a ajouté la mode responsable, puisque c'est aussi un énorme levier, un énorme champ d'action. Le principe, c'est que, effectivement, pour chacun de ces thèmes, on est rentré dans une forme qui est justement entre une approche très compréhensible, très, très facile d'accès, et un petit peu plus de contenu qu'on a structuré en 3 piliers: la situation actuelle, les leviers, les défis et les solutions qui sont proposées et qui vont être discutées à la fois dans ce sommet, mais dans tous les débats dans les mois et années qui viennent, et les objectifs à l'horizon 2030, tel que défini dans les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour atteindre ces objectifs. Il y a un vrai levier, il y a un vrai cran, un changement de vitesse à passer, et d'ailleurs ce sommet fait partie de l'action pour vraiment changer la dynamique. Donc on essaye de mettre ce contenu, ce savoir à disposition du public, des médias, de tous ceux qui veulent aller un petit peu plus
plus loin justement que les slogans, sans aller nécessairement dans les rapports d'experts de 500 pages sur chacun des sujets. Oui, et qui sont effectivement difficiles à lire, et puis on n'a pas spécialement le temps évidemment de décortiquer tout, donc ça, c'est un super travail que vous avez fait tous ensemble. On prend un exemple, la mode responsable, donc vous avez décidé d'ajouter, mais si on prend un peu les exemples, la mode, 100 milliards de vêtements vendus chaque année, la mode, si ça continue comme ça, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre à 2050. Donc à chaque fois, vous expliquez finalement la situation, ce qui se passe, les défis. C'est quoi les défis ? Par exemple, opter pour des matières moins consommatrices d'eau, d'engrais et d'énergie, comme le lin, les matières recyclées, le coton bio. Et ensuite, on passe également aux objectifs 2030. L'objectif 12 est encourager les entreprises à modifier leur modèle, à passer à l'économie circulaire, etc. La mode, c'est un très très bon exemple parce que la mode a été rajoutée d'abord parce que notre partenaire, l'ADEME, qui a participé au projet, a vraiment un énorme focus sur la mode. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Effectivement, c'est la deuxième industrie la plus polluante, mais c'est également une des industries qui est vraiment entre le citoyen et l'industriel. Chacun porte des vêtements, tout le monde est touché au sens propre, comme figuré par la mode, à un comportement vis-à-vis de l'industrie textile. Et de l'autre côté, une industrie qui dit que finalement, on répond aux attentes du public. Donc, il y a quelque chose à changer en même temps, changer de rapport avec les vêtements. Il y a un rôle à jouer très clair des citoyens. Des citoyens directement, évidemment. Donc ça, c'est effectivement typiquement un exemple. Et en fait, on part de ce sujet-là pour arriver aux objectifs de développement durable et pas l'inverse. Les objectifs de développement durable ne sont certainement pas un plan qui est imposé, c'est une boîte à outils open source qui est offerte à tous les acteurs du changement. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde est acteur du changement, que ce soit les entreprises, les institutions, les citoyens, les élèves, tout le monde. Et les solutions, effectivement, face à l'urgence climatique, elles se trouvent aussi dans ces ODD. Tu as aussi participé à la campagne Act Now depuis cet été, toujours lancée par les Nations Unies et qui encourage les citoyens à des actions quotidiennes pour réduire leur empreinte carbone. Est-ce qu'on est toujours dans les gestes du type éteindre la lumière, couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents, ou est-ce qu'on est passé à autre chose ? Bon, on part un peu de la même idée, du même principe, effectivement, les douches de 5 minutes, de faire attention à la veille de ses appareils électroniques, etc. Mais on passe aussi un cran suivant. Il y a vraiment encourager les mobilités douces. Alors, le vélo est en train de devenir un véritable phénomène de société, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Les repas végétariens, choisir les repas végétariens, ça devient aussi un sujet de société, un sujet qui rentre même dans l'école, dans les cantines. Donc, c'est des éco-gestes un peu plus. En fait, pour nous, surtout, ce qui était important, effectivement, cette campagne des Nations Unies, c'est un accès, c'est de se dire, finalement, les sujets me paraissent insurmontables. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Déjà, on peut commencer par ça. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Effectivement, on a un changement de comportement, c'est-à-dire que la bataille du climat, aujourd'hui, c'est une bataille culturelle. On va changer de façon de vivre et pas forcément, pas forcément perdre quelque chose. On va juste changer le logiciel de la société, chacun à son niveau. Donc ces éco-gestes, c'est un premier accès, mais pour nous, c'était capital de pouvoir les connecter avec les enjeux à l'échelle mondiale. Mais effectivement, il y a une correspondance entre les deux et à la fin de chacun des grandes thématiques, on va retrouver ces leviers d'action qui sont autant de premiers pas, voire un peu plus, pour rentrer dans le sujet. Oui, parce que certaines personnes n'y croient pas du tout. Ces petits gestes, ils se disent ça se passe au-dessus de moi désormais. Effectivement, je ne vais pas faire la différence. Pas besoin de ne pas prendre l'avion ou de manger moins de viande. Et parfois, il s'agit de personnes parfaitement informées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chemin est encore long à parcourir ? En fait, oui et non. Le chemin est long à parcourir, mais il y a une accélération énorme qui est en train de s'opérer. Et encore une fois, c'est de l'ordre de la culture, c'est de l'ordre de notre vie en commun. La situation aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a exactement 1 an, avant ces grandes marches citoyennes, avant le phénomène Greta Thunberg, avant cette prise de conscience qui accélère. On a vu les derniers sondages avec les priorités et les préoccupations des Français. L'environnement est passé en numéro 1. C'est incroyable. C'est incroyable, en moins d'1 an. Donc cette accélération, et puis on voit tous les gens qui ont des enfants, voient bien dans le rapport, dans ce qu'on raconte, les enfants sont les premiers prescripteurs de l'écologie aujourd'hui en France et dans le monde. Il y a un changement qui peut être beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. Les objectifs de développement durable, c'est 2030. Pour se figurer ce que c'est 2030,
il faut se placer aujourd'hui, on est en 2019, c'est l'équivalent de ce qu'est pour nous dans le passé 2008. Et tout le monde a des souvenirs de 2008, tout le monde se souvient précisément de choses qui sont passées en 2008. Donc on est sur ce temps-là. Il peut se passer beaucoup de choses, mais ça va très vite. Donc c'est vraiment... effectivement, le chemin est long à parcourir, mais ça dépend à quelle vitesse on va. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de changer le levier de vitesse et de passer la 4e, la 5e, d'accélérer. C'est un peu tout le sens à la fois de ce sommet, le sens de la mobilisation citoyenne dans la rue, et puis la société qui avance en même temps de plus en plus vite et qui est donc de plus en plus prête à changer parce qu'elle comprend que si elle ne change pas, on court à potentiellement des situations catastrophiques. Alors justement, tu as beaucoup été impliqué dans les marches pour le climat qu'on a connues toute cette année, organisées par la jeunesse du monde entier. La dernière, c'était d'ailleurs il y a quelques jours à Paris. Est-ce que tu es toujours autant impliqué aujourd'hui dans ces marches ? Oui, je suis impliqué et je participe à ce mouvement. Alors bon, à l'échelle française, mais aussi avec le groupe Fridays for Future, le groupe international. C'est extrêmement important en fait qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait ce mouvement de la jeunesse pour demander des comptes. Et en fait, les dirigeants ont besoin de cette pression. Les dirigeants, de toute façon, sont ceux qu'on a choisis, élus, et le mandat qu'ils ont et le temps qu'ils ont dans leur finalement les temps électoraux sont pareil, ils sont pas du tout à la hauteur de l'urgence de l'enjeu. Donc, à un moment donné, on a tous une main droite, une main gauche, et de chaque côté, il y a toujours quelqu'un qui tire. C'est toujours trop pour l'un et pas assez pour l'autre. Donc, pour pouvoir tenir une direction, ça nécessite beaucoup de courage et de courage politique, c'est-à-dire d'aller peut-être plus vite que ce qu'on avait prévu. Et en ça, la mobilisation citoyenne, elle permet de donner le tempo. C'est-à-dire, on n'attend pas simplement en mettant un bulletin dans l'urne tous les 5, 3, 6 ans, en se disant qu'on verra dans 6 ans ce qui s'est passé. Parce que dans 6 ans, le monde sera déjà complètement différent. Donc il y a cette prise de participation de la société, et notamment, on voit par exemple l'Assemblée citoyenne sur le climat qui va se tenir bientôt, une beaucoup plus grande appropriation de la question climatique par la société civile. De se dire, on ne peut pas attendre simplement qu'on nous redemande de mettre un bulletin dans l'urne. Il faut participer. On connaît le pessimisme maintenant. Des Français. Il y en a beaucoup qui disent que c'est de l'enfumage, qu'il ne va rien en ressortir, que finalement, il n'y a aucune décision qui va être prise, que finalement, ces citoyens, qu'est-ce qu'ils y connaissent ? Ce n'est pas à eux de prendre les décisions. Oui, c'est vrai qu'en plus on est un pays assez ce qui doit être compliqué, qui est pas forcément en plus il y a des pays où c'est encore plus difficile, hein. Je pense qu'un Brésilien écolo aujourd'hui, il risque sa vie tous les jours. Un Polonais, vu les politiques sur le charbon, il y a aussi énormément de travail à faire. C'est pour ça que c'est une conscience mondiale. Quand on parle des marches de Fridays for Future, comme celle de la semaine dernière, c'est 4 millions de personnes dans le monde. Alors, à l'échelle du monde, 4 millions, on va se dire que c'est pas beaucoup. Mais ça reste historique. Et ces gens qui descendent dans la rue ne reviennent pas en arrière. Il y a un loquet qui fait que il y a cette prise de conscience déjà dans leur comportement, dans leur quotidien, mais aussi dans leur façon de pousser les politiques, fait que aux prochaines élections municipales, vous verrez que, c'est une évidence, et j'ai même pas besoin de le dire, alors qu'il y a 1 an, on ne nous aurait pas cru, que les questions écologiques vont être au cœur, au centre des débats, qu'on va demander des comptes sur ces questions-là. La plupart des villes qui déposent des déclarations d'urgence climatique, etc. Je pense Sans parler des jeunes qui vont peut-être voter pour la première fois et qui, eux, sont très conscientisés par rapport à toute cette urgence. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de comprendre déjà que le vote, c'est un pouvoir, hein, ça on l'apprend pas, mais que ça n'est pas suffisant. Et donc, effectivement, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu un vote augmenté, hein, c'est un vote avec les pieds également, plus également toutes les ONG, les institutions, les associations, tout le développement phénoménal du phénomène zéro déchet, l'émergence des repas végétariens, ou en tout cas alors malheureusement après il y a des contre-chiffres de dire que la consommation de viande a augmenté, etc. Donc oui, la bataille est pas gagnée, mais elle se joue. A baissé la consommation de viande. Moi, j'avais lu qu'elle avait augmenté à cause de la consommation des burgers qui a complètement explosé. Mais justement, aujourd'hui, c'est la course aux faux burgers avec du steak végétal, etc. Mais en tout cas,
les graines sont plantées, c'est juste une question de vitesse. Alors, tu le disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé en une année, une conscientisation toujours plus forte chez les citoyens, plus concrète, plus palpable. Mais ensuite aussi une radicalisation chez certains jeunes, dans certains groupes. Comment on explique aussi cette radicalisation ? Est-ce que c'était une étape qui était inévitable, finalement ? Je crois que oui, parce que, en fait, quand on demande quelque chose de légitime et qu'on a l'impression de ne pas avoir de réponse à cette demande, on va demander un petit peu plus fort. Et on n'a toujours pas de réponse. Et donc, la fois d'après, on va demander un petit peu plus fort. Et puis ensuite, on se dit, mais à quoi ça sert ? Finalement, on va passer à une étape suivante, etc. Donc, la radicalisation, il y a 1 an, elle était prévisible. En tout cas, c'était une sorte d'épée de Damoclès, de dire qu'effectivement, il y a cette urgence. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la 6e extinction, elles ne vont pas attendre 6 mois, 1 an. Les chiffres sont totalement alarmants. Les derniers rapports du GIEC nous fait des projections absolument effrayantes et le temps d'action devient de plus en plus court. Donc là, il y a 1 an, on parlait de 2 ans pour agir. Aujourd'hui, on parle de 18 mois, donc on a gagné 6 mois. Mais globalement, on ne peut pas se satisfaire de simplement demander une action et avoir le sentiment que c'est reporté aux calendes grecques ou qu'on nous dise qu'on arrivera à la neutralité carbone en 2050. Mais oui, en 2050, on aura la neutralité carbone, mais c'est pas sûr qu'on l'ait choisi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vraie accélération qui est nécessaire et qui est attendue de la part de la société. Et quand ça va pas assez vite, forcément, il y a une frange, une proportion qui s'impatiente, on va dire ça, et qui passe à d'autres formes d'action. Qu'est-ce que ça dit de l'époque, finalement, à la fois ces personnes qui se lancent de la désobéissance civile, donc pas de violence, et puis d'autres qui choisissent effectivement peut-être d'être plus dans la violence. Qu'est-ce que ça dit de cette époque ? Finalement, on a l'impression que c'est difficile de relier tout le monde et de dialoguer, tout simplement. Oui, déjà, ça, c'est difficile depuis un moment. Je pense qu'on a une forme de dialogue qui est un peu interrompue depuis un certain temps. Donc, Pablo Servigne, avec lequel j'avais eu la chance de parler il y a quelques temps, disait que c'est vrai qu'en France, on était quand même beaucoup dans la culture du clash, que dans d'autres cultures, ça se passait un petit peu mieux. On a vu d'ailleurs sur les marches de la semaine dernière, il y a eu beaucoup de monde on a eu plus de monde dans certains pays. Du 21 septembre ou du 20 septembre pour les jeunes. C'est vrai qu'en France, on bascule assez vite dans des formes de revendications qui peuvent tourner, qui peuvent devenir assez radicales, mais c'est pas le seul pays. En Angleterre aussi, il y a eu l'émergence du mouvement Extinction Rebellion qui s'est internationalisé et qui a une forme de désobéissance civile non violente et extrêmement, totalement légitime par rapport aux sujets qui sont abordés. Non, je pense au contraire, il y a du débat. On est en train de placer l'urgence climatique et d'une certaine manière les questions de survie de l'humanité au cœur de la société. Alors oui, il y a 1000 façons de le faire. Nous, on préfère évidemment le dialogue et la sensibilisation, mais en même temps, il y a d'autres formes qui existent et qui sont logiques en fait. C'est pas étonnant. Alors, pour les personnes impliquées comme toi, nous ne sommes plus à l'ère du développement durable, mais à l'ère de l'accompagnement vers la régénération. C'est-à-dire ce que tu proposes avec la Fondation à des entités publiques ou privées qui veulent être accompagnées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le développement durable, c'est une étape qui est finie ? C'est que maintenant, on regarde déjà vers l'après ? Oui, c'est-à-dire que le développement durable, ça fait 30 ans qu'on en parle et malgré tout, on a développé, mais pas durablement. Et donc, ça devient quasiment... on peut quasiment plus utiliser ce terme. Les objectifs de développement durable s'appellent comme ça, mais il y a une logique par rapport à ça. Oui, malgré ça, personne, effectivement, tu disais 9% des personnes qui savent ce que c'est. Qui en ont entendu parler. C'est très peu, mais on va tâcher. Très peu de personnes qui savent en tout cas les citer, les 17. Non, ça c'est clair. Mais on va tâcher d'améliorer ça. Mais en tout cas, oui, l'ère de la régénération, parce qu'on a énormément abîmé. Et que c'est vrai que par moment, sous couvert de développement durable, il peut y avoir aussi se cacher des actions un peu de greenwashing, parce qu'effectivement, on est obligé, même y compris surtout dans le monde commercial, on a l'impression que tout le monde est vert. Et si c'était si vert et si développement durable que ça, on ne serait pas
à ce point dans l'urgence. Donc effectivement, il faut complètement changer les modèles et régénérer, ça veut dire réparer. Effectivement, on est dans l'ère du on est dans l'ère du recyclage, on est dans l'ère vraiment de réfléchir à remettre droit ce qu'on a cassé. La nature, elle est extrêmement résiliente jusqu'à un certain point. Si on la laisse faire, elle n'a aucun souci, elle se débrouille très bien. Si on essaye de la contraindre trop, elle se meurt, comme les océans, comme les forêts. Et donc, un des slogans de la Fondation, c'est de dire il est grand temps d'être heureux. Et c'est ce heureux de la régénérescence, de la renaissance, de la régénération, et qui sera très certainement l'étape après, si on arrive à 2030, le moins mal possible avec ces objectifs de développement durable, on aura tellement à réparer que ça deviendra finalement une nouvelle forme de vie, tout simplement, de travail, de réflexion, de société. Donc je pense que c'est une façon d'aborder de manière un peu optimiste un avenir qui est effectivement très incertain et dont on nous promet beaucoup de drames. Si on arrive à changer ce logiciel, à changer notre culture et notre approche de cet avenir, on va essayer et tâcher de faire que ce futur soit le plus souhaitable possible. Alors on le disait, Alix te permet de sensibiliser. Tu as notamment écrit un livre avec lui à destination des enfants, mais aussi pourquoi pas des adultes. Bienvenue dans ton monde, dans lequel tu nous projettes dans un monde rompu au blockchain, aux mobilités douces, à l'intelligence artificielle. Bref, un monde qui n'est pas si lointain que ça finalement. Tu as d'autres projets de livres avec Alix ? Effectivement, Bienvenue dans ton monde, c'est un livre de dialogue entre générations. C'est un livre écrit pour les enfants, avec les parents derrière, pour permettre le dialogue sur ce que pouvait être l'avenir. Et d'ailleurs, il se terminait sur les objectifs de développement durable. J'ai d'autres projets, effectivement, de livres et de narration avec Alix. C'est vraiment quelque chose de très important. Raconter des histoires et cette notion de nouveau récit dont on entend beaucoup parler, et moi j'ai beaucoup insisté sur la notion de culture, c'est extrêmement important de pouvoir se projeter dans un avenir qui soit plausible et qui soit pas nécessairement dramatique. Yacine, je termine toujours ce podcast avec cette interview. Dans l'interview, c'est l'interview des clics et c'est parti. Quel est le conseil que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière ? Suis tes rêves. Mais finalement, je crois que je l'ai suivi. Oui, tu t'en es pas tellement laissé... Alors, le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est tu as ta place. Prends ta place. Prends ta place. Le ou la mentor que tu aurais aimé avoir ? Le ou la mentor que j'aurais aimé avoir... J'arrive pas à m'arrêter sur une en particulier, parce qu'encore une fois, la dimension holistique fait que chacune va être dans un domaine en particulier, donc ça aurait été une personne qui aborde les choses de façon un petit peu globale. En tout cas, tu disais, suis tes rêves, c'est-à-dire qu'au départ, tu n'as pas osé ? Tu t'es dit, c'est pas pour moi, non, faut que je fasse autre chose ? Non, en fait, j'ai respecté le petit garçon en moi à qui on posait la question qu'est-ce que tu feras plus tard ? Et je disais, je veux être dessinateur. Je pensais jamais que ça allait devenir ça, puisque finalement, aujourd'hui, je me définis jamais comme dessinateur. Je fais vivre Alix, mais je suis pas dessinateur à proprement parler. Et c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ce que ça permet, le média, tout ce que aujourd'hui, mon travail s'apparente plus souvent à de la diplomatie ou un travail de lobbying citoyen qu'à vraiment de l'art strict et fermé. Quel est ton plus bel échec ? Mon plus bel échec Alors, sans rentrer dans les questions trop personnelles, je pense... C'est l'exposition Albert Camus, parce que c'était une magnifique exposition. J'en ai hérité après les multiples polémiques qu'il y avait eu, et c'était l'exposition Aix-en-Provence. Donc moi, j'étais scénographe et metteur en scène. Donc j'ai fait une exposition digitale dans laquelle on rentrait dans la pensée d'Albert Camus, avec une mise en scène très animée. Enfin, c'était vraiment une très jolie exposition. D'ailleurs, ça a très
très bien fonctionné sur les publics scolaires, etc. Mais je me suis fait incendié par... parce que c'était le piège. Il y a toujours autour de Camus ce côté très... Et finalement, ça m'a tellement dégoûté que je me suis retrouvé dans une petite dépression. Je regarde autour de moi, je vois Alix et je me suis dit, allez, on y va, pourquoi pas, on se lance. Donc suite à cet grâce à Albert Camus. Grâce à Albert donc je remercie Albert Camus effectivement de m'avoir donné confiance, de se dire, puisque finalement on peut donner tous ses efforts et se faire massacrer, on va faire exactement l'inverse et assumer la bienveillance et la gentillesse qui est tellement décriée. Et c'est vrai que ça colle bien à Alix. Une qualité essentielle pour entreprendre. Le courage et vraiment le courage, c'est-à-dire ne pas avoir peur. C'est vrai que notre société, elle est mue par la peur. On a peur de sauter le pas, on a peur des conséquences de ces actes, etc. Et on est aussi maintenu par la peur du futur, par aussi une peur qui est entretenue, que ce soit par certains médias, par des discours politiques. Et en fait, la résistance à cette peur, c'est la clé de la liberté. Donc le courage, c'est une qualité nécessaire. C'est impossible de faire quoi que ce soit de libre sans cette dose de courage. Un conseil que tu donnes tout le temps? Un conseil que je donne tout le temps. C'est ça, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'essayer. Le slogan de la Fondation, on a ces 3 mots, c'est comprendre, faire comprendre. À un moment donné, il faut faire, il faut y aller, il ne faut pas attendre qu'on nous donne la permission. Enfin, qu'est-ce que tu dis à ceux qui t'écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment? En fait, que tous les gestes comptent, même la façon de parler aux gens, la façon d'aborder leur quotidien. Et aussi un conseil que je leur donne, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a un certain nombre d'applications sur votre téléphone que vous avez très certainement, comme Facebook, comme Instagram, ce genre de choses. Désinstallez-les, ça fait vachement de bien. Et surtout, vous reprenez, pareil, du pouvoir sur votre propre vie, vous reprenez de la liberté, vous sortez d'un bruit qui est finalement pas nécessaire, donc vous pouvez les voir de temps en temps, mais ne soyez pas esclave de votre ombre électronique qui était justement ce truc un peu magique il y a 20 ans et qui aujourd'hui devient un véritable souci à la fois de démocratie, mais aussi de santé mentale, je pense. Mais c'est quand même permis, par exemple, de propulser Alix, que ce soit Instagram, Facebook. Oui, c'est vrai. Et c'était un moment particulier de l'histoire. Mais c'est la même technologie, avec cette même logique du rapport entre le réel et la fiction, qui a permis Cambridge Analytica, qui a permis le Brexit, qui a permis Donald Trump à la tête des États-Unis. Et c'est un des problèmes les plus importants aujourd'hui sur l'action climatique. Donc il faut reprendre en main notre démocratie digitale. Il y a d'autres plateformes qui sont en train d'être développées, des plateformes libres. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des alternatives aujourd'hui. Il y a des alternatives. Et il faut simplement en être conscient. Et effectivement, à titre personnel, puisque finalement ça fonctionne aussi sur des formes d'accoutumance qui envoient des doses de dopamine à chaque fois qu'on est satisfait. Donc il y a un côté très très animal, mais c'est pas du bonheur. On peut avoir l'impression d'avoir des micro-doses de plaisir et on oublie ce qu'est la vie réelle. Et parfois des gens ont l'impression d'avoir agi simplement parce qu'ils ont liké un contenu qui correspond à quelque chose qui qui fait écho à ce qu'ils pensent. D'abord, ça les enferme dans un monde qui leur ressemble, et ensuite, c'est pas ça agir. Agir, c'est quelque chose de réel, c'est de rentrer dans la réalité. En plus, la pollution digitale, sortir de chez soi aussi. C'est sortir de chez soi, c'est parler avec les autres, c'est d'échanger, c'est de rentrer concrètement dans l'action et de pas vivre par procuration. Merci beaucoup en tout cas Yacine. Où peut-on prendre des nouvelles d'Alix et de tous ces projets, de tous vos projets ?
Évidemment, malgré tout, sur les réseaux sociaux et principalement Twitter aujourd'hui, et sur le site elix.net sur lequel on peut retrouver l'ensemble de ces contenus. On a une ressourcerie en fait qui est open source sur laquelle on peut récupérer ce contenu. Il y a une version également qui va sortir pour les publics scolaires, donc avec un accompagnement pour les enseignants qui veulent préparer des cours sur les sujets climat. Et donc cette adresse toute courte, bit.ly, bit.ly/ODD Climat pour accéder directement à ce contenu dès Sinon, maintenant. on fait un tour sur elix.net et on regarde les différents onglets Oui, et les différents formats qui sont proposés, tout le matériel, en tout cas formidable, que vous mettez à disposition de tout le monde. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Yacine, d'être venu sur Impact Positif. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Jean-François Monpas pour le mixage. Merci à David Führer pour la prise de son et à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien